précédents entretiens, nous avons commencé à parler du changement, des possibilités de changement, des conditions du changement et aussi des échecs possibles au changement. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème beaucoup plus difficile, c'est ce que j'ai appelé le changement improbable, devant des cas qui paraissent totalement, en quelque sorte, rédhibitoires à toute espèce de possibilité de changement. Et je voudrais parler du paranoïaque, et plus exactement des rapports du paranoïaque avec son psy, avec un titre que j'ai appelé « Peut-on soigner un paranoïaque ?» Le paranoïaque a mauvaise presse auprès des psys, au point d'être considéré comme intraitable, quand bien même il ne s'agirait que du petit paranoïaque, insupportable à son entourage, mais dont il n'est pas exclu qu'il se métamorphose un jour en délirant paranoïaque, avec ce qu'il peut impliquer de dangerosité. Pour ma part, j'ai envie de poser le problème différemment. Il ne s'agit pas tant de savoir si l'on peut soigner le paranoïaque, mais si l'on doit soigner le paranoïaque. Et là, je pense que la réponse s'impose, tant il est évident que le paranoïaque est d'abord un être en souffrance, souffrance d'une solitude incontournable, d'une persécution de tous les instants, de cette certitude d'avoir raison contre le reste du monde alors que personne n'est disposé à le lui reconnaître. Autrement dit, refuser de prendre en charge un paranoïaque, c'est tout simplement une non-assistance à personne en danger. Alors pourquoi est-ce que les psys évitent les paranoïaques? Ils ont trois bonnes raisons pour le faire. La première, on pourrait dire, est d'ordre factuel. Le paranoïaque ne consulte jamais, ou rarement. Ce sont les autres qui l'envoient consulter. De toute façon, ce sont les autres qui sont fous, et ce sont les autres qui lui pourrissent la vie. Si donc il vient nous voir, c'est poussé par son entourage, contraint et forcé, avec la conviction que rien ne pourra sortir de bon de cet entretien, sauf peut-être, à la limite, la chance de se faire de vous un allié contre ce que j'ai appelé tout à l'heure le reste du monde. La deuxième raison pour laquelle les psys n'aiment pas les paranoïaques, elle est d'ordre thérapeutique en quelque sorte. C'est que toute tentative d'investigation auprès des paranoïaques se heurtera au fait qu'en tout état de cause, il a tout lu, il a tout compris, et il sait tout beaucoup mieux que vous-même et beaucoup mieux que quiconque. S'agissant plus précisément d'une approche qui est la mienne, qui est l'approche de type analytique, elle va se heurter au fait que le paranoïaque est réputé pour refuser toute espèce d'accès à son inconscient. En même temps d'ailleurs qu'il se révèle pratiquement inapte à toute espèce de relation transférentielle. La troisième raison pour laquelle les psys évitent les paranoïaques, elle est d'ordre, je dirais, méthodologique. C'est que quelle que soit l'approche que vous allez envisager, que ce soit une approche analytique, cognitive, comportementaliste ou relationnelle, le paranoïaque aura vite fait de comprendre de quoi il s'agit et de décortiquer le processus afin de le retourner contre vous dans le maniement d'une espèce de dialectique sans faille et qui vous laissera complètement désarmé au point que vous vous demanderez si le fou, ça n'est pas vous. Alors, voilà les raisons pour lesquelles les psys, effectivement, évitent le paranoïaque. Mais je voudrais quand même revenir sur ces différents points parce qu'ils sont tout de même sujets à caution. Premièrement, il n'est pas exact que les paranoïaques ne consultent jamais. Le paranoïaque vient nous voir quand il est en difficulté. Et ça peut arriver, parce qu'il y a des moments où il peut craindre pour sa sauvegarde. Et il soupçonne alors dans ses éclairs de lucidité que s'il vient d'être quitté par sa petite amie, s'il vient de perdre son emploi, s'il a des difficultés juridiques ou financières, il y est peut-être pour quelque chose. Donc c'est dans ces éclairs de lucidité qu'il va peut-être être prêt à reconnaître effectivement sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive.
Donc, il arrive que le paranoïaque ait affaire directement au psy, et même de sa propre initiative. Mais c'est là que le psy va se trouver sur la corde raide, parce qu'il faut absolument j'allais dire qu'il fasse semblant, mais c'est vrai, qu'il fasse semblant d'être d'emblée et inconditionnellement du parti du paranoïaque, faute de quoi il va passer pour un traître, et la relation, effectivement, tournera court. La deuxième, je dirais, le deuxième bémol que je pourrais apporter à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas tout à fait vrai non plus que le paranoïaque soit incapable de transfert. Il est au contraire très capable de vous investir massivement d'une espèce d'amour inconditionnel, au point que pendant tout ce que je vais appeler la lune de miel, il ne cessera de chanter vos louanges, de vous recommander à ses amis et connaissances, et même de vous inonder de cadeaux aussi inutiles que dispendieux. C'est alors que vous allez avoir affaire à votre travail d'équilibriste, parce qu'il ne faut pas vous y laisser prendre. Il faut rester pour lui le bon objet, c'est-à-dire celui qui mérite sa confiance, et qui est, encore une fois, avec lui, qui est son allié contre le reste du monde. Pour autant, vous ne pouvez pas oublier que vous avez un rôle à jouer, et que vous ne pouvez pas entrer, en quelque sorte, dans les divagations auxquelles il vous invite. Mais malheur à vous, si dans une stratégie de changement, aussi prudente soit-elle, vous laissez entendre, ne serait-ce que par une moue ou un air un petit peu dubitatif, qu'il n'a peut-être pas totalement raison et que vous n'êtes peut-être pas totalement de son côté. Vous êtes tout de suite suspect de haute trahison, la haine ayant vite fait de remplacer l'amour. Et ce n'est pas seulement une haine de transfert, comme on a pu parfois l'interpréter, mais une haine tout court. C'est-à-dire que cette haine s'adresse à votre personne physique, qui va être confondue en l'occurrence avec la fonction que vous exercez, d'où la dangerosité du métier. Reste le terrain de la logique, sur lequel nous serons toujours perdants. Le paranoïaque ayant, comme je le disais tout à l'heure, une espèce d'habileté diabolique à démonter en quelque sorte les raisonnements et à vous y prendre à votre propre piège. Ce constat me ramène à une réflexion de mon propre analyste, il y a un certain temps, qui me disait, mais après tout, on dit que le paranoïaque est paranoïaque, mais la psychanalyse elle-même n'est-elle pas une sorte de paranoïa systématisée? C'est caricatural peut-être, mais je ne suis pas loin de le comprendre, à travers notre volonté d'avoir raison, en dépit des dénégations de notre patient, et notre conviction d'en savoir plus que lui sur son inconscient. Et il est clair que c'est bien cette espèce de volonté d'avoir raison malgré les dénégations du patient qui est particulièrement insupportable au paranoïaque. Alors il saura se servir effectivement de la difficulté de notre position, dans une espèce de joute interminable où quelquefois le plus parano des deux ne sera pas celui qu'on pense. Alors, le paranoïaque est-il réellement intraitable? On serait tenté de le croire, tant son commerce peut se montrer insupportable et la tâche désespérante. Je pense encore aux commentaires d'un de mes amis psychiatres qui se moquait de mon entêtement à vouloir m'occuper des patients paranoïaques. Et il me disait, tu auras beau faire, un paranoïaque c'est comme un artichaut. Tu as à peine écarté une feuille, qu'aussitôt elle se referme. Alors, pourquoi est-ce que je m'entête à vouloir m'occuper des paranoïaques? La première raison que j'évoquais en début de cet entretien, c'est qu'on n'a pas le droit de se désintéresser de la question, tout simplement parce que le paranoïaque représente un danger pour sa propre sécurité, un danger pour son entourage, un danger parfois pour la société, dans la mesure où effectivement quelquefois il n'y a pas loin du caractère paranoïaque au passage à l'acte, et que c'est quelquefois l'occasion ou une fatigue particulière qui peut effectivement faire que l'escalade va avoir lieu. La seconde raison pour laquelle je dirais je m'entête à m'occuper des paranoïaques, c'est que, pour des motifs qui me restent d'ailleurs assez personnels,
je suis assez sensible à la souffrance du paranoïaque. Le paranoïaque, en dehors de ce personnage détestable qu'on nous présente, c'est quelqu'un qui est douloureux, qui souffre de solitude, qui souffre d'incompréhension, qui souffre d'exclusion. Ainsi que l'écrivait le docteur Olivenstein, qui a écrit lui-même un bouquin autobiographique d'ailleurs sur la douleur, la difficulté d'être paranoïaque, il disait « Il faut être très malheureux pour devenir fou ». Et c'est ce malheur du paranoïaque qui m'incite à insister en quelque sorte dans cette entreprise, finalement quelquefois un petit peu désespérée, qui consiste à s'occuper du paranoïaque. Pour autant, un problème reste récurrent. Jusqu'où aller plus loin? Peut-on espérer dépasser cette espèce d'opération de maintenance dont j'ai parlé tout à l'heure et essayer de rendre le paranoïaque heureux ou disons un peu moins malheureux? Le problème qui se pose, et qui se pose dans de nombreuses thérapies, autres que les thérapies des paranoïaques, c'est que tout changement durable en thérapie passe nécessairement par la case dépressive. Et c'est surtout vrai pour le paranoïaque. Il va falloir faire admettre à ce mégalomaniaque, qui est le paranoïaque, qu'il n'est ni le tout-puissant, ni le tout-persécuté qu'il s'est imaginé, mais un être comme les autres, ni plus ni moins intéressant. C'est en quelque sorte Don Quichotte confronté au miroir de la vérité. Autrement dit, il va falloir amener le paranoïaque à faire le deuil de tout ce sur quoi il s'est bâti jusqu'à présent, avec le risque de l'effondrement, de l'enlisement dans une sorte soit de renoncement tranquille, soit dans une véritable dépression, avec aussi la perspective d'un sursaut qui lui permette d'exprimer toutes ses potentialités dans un contexte, je dirais, un petit peu plus humain. L'issue n'est pas évidente, mais elle mérite d'être tentée. Il y faudra une longue persévérance, beaucoup d'humilité de part et d'autre, et du côté du psy, une empathie particulière, voire une dose de paranoïa raisonnablement maîtrisée.